Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'anatomie, et pas n'importe laquelle, celle de l'encéphale de mouton. On a un document descriptif assez précis pour nous guider. L'objectif, comprendre comment c'est fait, comment ça tient, comment c'est protégé. On va essayer de décortiquer tout ça. Oui, et c'est passionnant parce que même si c'est un mouton, les grands principes d'organisation, on les retrouve chez beaucoup de mammifères, y compris nous, en partie. Les sources qu'on a nous donnent une vue assez détaillée de cette architecture complexe. Parfait. Alors, commençons par la base, la sécurité. Cet organe, il a l'air si délicat, comment il est protégé là-dedans? C'est la première chose frappante, oui, la protection. Bon, évidemment, il y a la boîte crânienne, l'os. Ça, c'est la première armure, on va dire. Mais c'est pas tout. Entre l'os et le cerveau lui-même, il y a tout un système de membranes, les méninges. Ah oui, les méninges. On entend ce mot parfois, souvent pour des problèmes d'ailleurs, la méningite. Exact. Mais en temps normal, elles sont cruciales. Il y en a trois couches. La plus externe, c'est la dure-mère. Elle est collée à l'os. Dure-mère, le nom est assez clair. Oui, elle est épaisse, fibreuse. C'est vraiment une protection mécanique robuste. D'accord. Une première ligne de défense sous l'os, et après? Après, tout contre l'encéphale, vraiment collé dessus, il y a la pimère. C'est tout l'inverse. Très fine, très délicate. Elle suit tous les petits plis, les creux, et surtout, elle est pleine de vaisseaux sanguins. Son rôle, c'est de nourrir le cerveau. D'accord. Une couche solide pour protéger, une couche fine pour nourrir, et entre les deux, il y a la troisième. Exactement. C'est l'arachnoïde, entre la dure-mère et la pimère. Son nom est assez imagé, ça ressemble un peu à une toile d'araignée avec des filaments. Et là, il y a un truc génial. L'espace sous cet arachnoïde, il n'est pas vide. Il est rempli de liquide, le fameux liquide céphalorachidien, le LCR. Du liquide. Pourquoi faire? C'est un amortisseur. L'encéphale flotte dedans, en quelque sorte. S'il y a un choc, le liquide absorbe l'énergie, ça évite que le cerveau tape directement contre l'os. C'est comme un airbag liquide, quoi. C'est incroyable. Une boîte en os, trois membranes spécialisées et un liquide amortisseur. C'est un système hyper sophistiqué. Bon, maintenant qu'on voit comment c'est protégé, à quoi ça ressemble de l'extérieur, si on regarde par-dessus? Alors, vu du dessus, ce qui domine, c'est le cerveau. Très développé chez le mouton. On voit tout de suite les deux moitiés là, hein. Les hémisphères cérébraux. Séparés par une grande fissure au milieu, le sillon interhémisphérique. Et cette surface toute plissée, ça ressemble un peu à une noix, c'est très caractéristique, non? Tout à fait. La surface n'est pas lisse du tout. C'est plein de replis, les circonvolutions, et de creux, les sillons. Et ça, c'est une astuce de l'évolution en fait. Ça permet d'avoir une surface de cortex, la zone de traitement énorme, sans que la tête soit gigantesque. C'est une optimisation de l'espace, assez bluffante. Ingénieux, oui. Maximiser la surface de calcul dans un volume limité. Et à part ces gros hémisphères plissés, on voit quoi d'autre du dessus? Vers l'arrière, on voit le cervelet. Il est un peu caché sous l'arrière du cerveau. Lui aussi, il a une structure particulière. Les sources parlent d'une partie centrale, le vermis, un nom un peu bizarre qui veut dire vert, à cause de la forme peut-être. Et de chaque côté, deux hémisphères cérébelleux. Eux aussi ont des plis, mais plus fins, plus réguliers. Le cervelet. C'est lié à la coordination des mouvements, l'équilibre, ce genre de choses, c'est ça, hein? Exactement. C'est un centre de contrôle moteur très important. Et puis, tout à l'arrière, un peu caché par le cervelet, on devine le début du bulbe rachidien. C'est lui qui fait la connexion avec la moelle épinière. D'accord. Donc, vue du dessus, cerveau, cervelet derrière, et le départ du bulbe. C'est clair. Ah, et un détail intéressant signalé dans nos sources, si on écarte doucement les hémisphères cérébraux à l'arrière, on peut voir des petites structures, notamment les tubercules quadrijumeaux, liés à la vue et l'audition, et une petite glande, l'épiphyse, qui gère les rythmes biologiques. Fascinant, comme tout s'emboîte. Bon, ça c'était le dessus, et si on le retourne, qu'est-ce qu'on voit par en dessous? Alors par en dessous, la face ventrale, c'est une autre histoire. On voit d'autres choses cruciales. En partant de l'arrière, on retrouve le bulbe rachidien. Puis il s'élargit un peu en avant, c'est le pont de Varol, ou protubérance annulaire. Ces deux-là, avec ce qu'il y a juste au-dessus, ça forme le tronc cérébral. C'est un peu la tige qui supporte tout le reste et qui gère les fonctions vitales automatiques. Respiration, cœur. Le tronc cérébral, le centre de contrôle de base, quoi. Et en avançant vers l'avant? Juste devant le tronc, il y a une zone minuscule mais essentielle,
L'hypothalamus. Régulation de la faim, la soif, la température, les hormones. C'est lui. Le document note qu'on voit souvent juste la trace de l'hypophyse, cette glande hormonale qui pend en dessous et qui est souvent coupée. Hypothalamus, hypophyse, oui, des noms clés pour la régulation du corps. Et encore plus vers l'avant. Là, on tombe sur une structure très visible, les nerfs optiques. Ils arrivent des yeux et ils se croisent. Ça fait comme un X. C'est le chiasma optique. C'est là qu'une partie de l'info visuelle passe d'un côté à l'autre du cerveau. Crucial pour voir en relief. Ah oui, le carrefour de la vision. Mais tout à fait à l'avant. Mais tout à l'avant, on retrouve le dessous des hémisphères cérébraux, et chez le mouton, ce qui saute aux yeux, ce sont les lobes olfactifs, assez gros. Ça nous rappelle que pour lui, l'odorat, c'est hyper important. C'est vrai, l'anatomie nous dit des choses sur l'animal. Bon, on a fait le tour de l'extérieur, vu les protections, mais le plus intéressant, c'est dedans, hein. Comment c'est fait à l'intérieur? Il faut couper, j'imagine. C'est ça, pour voir l'organisation interne, on fait des coupes. La plus classique, c'est la coupe sagittale médiane. On coupe pile au milieu, séparant la droite et la gauche. Et là, bam, on découvre une nouvelle organisation. Qu'est-ce qu'on voit en premier? La différence entre deux types de tissus. La substance blanche, plus claire, et la substance grise, plus foncée. C'est très net. La substance blanche, c'est souvent les grandes voies de communication. Par exemple, cette coupe montre super bien le corps calleux. C'est une énorme bande de substance blanche qui relie les deux hémisphères, l'autoroute entre les deux côtés du cerveau. Il y en a d'autres, comme le trigone, juste en dessous. Substance blanche pour les câbles, les connexions. Et la grise pour le traitement simple. C'est un peu ça. C'est une bonne image pour commencer, oui. En gros, la substance grise contient les corps des neurones, là où ça calcule. La substance blanche, ce sont leurs longs câbles, les axones, souvent avec une gaine blanche, la myéline, qui transmettent l'info. On y reviendra. D'accord. Et à part ces deux substances, cette coupe sagittale, elle nous montre quoi d'autre? Elle révèle aussi des cavités à l'intérieur, les ventricules. C'est pas vide, hein. C'est rempli du fameux LCR, le liquide céphalorachidien. Celui qui amortit à l'extérieur, il circule aussi à l'intérieur dans un réseau de cavités. Il y a les grands ventricules latéraux dans chaque hémisphère, un troisième au milieu, un quatrième plus bas. Tout ça communique. Ah d'accord. Le LCR, il protège dehors et il circule dedans. Et à l'intérieur, il sert à quoi? Il participe aussi à l'amortissement interne, mais surtout à l'équilibre chimique, à évacuer les déchets du métabolisme cérébral, peut-être même à transporter des molécules. C'est essentiel pour que les neurones baignent dans un bon environnement. La coupe sagittale montre bien le troisième et le quatrième ventricule, et les petits canaux qui les relient, comme l'aqueduc de Sylvius. Un circuit de fluide interne? C'est fou la complexité. Et le cervelet? Quand on le coupe comme ça, sagittalement? Ah, la coupe du cervelet, c'est magnifique et très instructif. On voit parfaitement l'organisation. Une couche de substance grise dehors, l'écorce cérébelleuse, et de la substance blanche dedans. Mais la substance blanche, elle fait pas un bloc. Elle s'enfonce dans la grise en formant des ramifications, comme des branches d'arbres. C'est pour ça qu'on appelle ça l'arbre de vie. C'est très beau à voir. L'arbre de vie. Quelle image. Ça montre bien qu'il y a une structure interne précise. Et ça me ramène à cette histoire de substances grises et blanches. Gris pour traiter, blanc pour connecter. Mais comment elles sont réparties globalement, disons dans le gros cerveau, les hémisphères? Une autre coupe nous aide. Oui, pour ça, une coupe transversale qui tranche l'hémisphère horizontalement, c'est parfait. Ça confirme ce qu'on disait. Tout autour, en surface, sur quelques millimètres, il y a la couche de substance grise. C'est le cortex cérébral. C'est là que se passent les fonctions complexes, la pensée, la mémoire. La matière grise, c'est donc vraiment le revêtement externe? Principalement, oui, pour le cortex. Sous cette écorce grise, il y a une grosse masse de substance blanche. Ce sont toutes les fibres qui connectent les zones du cortex entre elles et qui le relient aux parties plus profondes du cerveau. Mais est-ce que c'est juste gris dehors, blanc dedans, ou c'est plus compliqué? C'est un peu plus compliqué. C'est la règle générale, mais, et les sources insistent là-dessus, il y a des exceptions importantes. En plein milieu de la masse de substances blanches, on trouve de gros amas de substances grises, ce sont les noyaux gris centraux. On a parlé du thalamus tout à l'heure, qu'on appelait couche optique avant. C'est un relais essentiel pour presque toutes les infos sensorielles qui vont au cortex. Il y a aussi le corps strié, très important pour le mouvement, etc. Donc l'organisation, c'est plutôt cortex, gris dehors, masse blanche dedans, mais avec des noyaux gris importants, nichés dans cette masse blanche. D'accord, je vois. C'est plus nuancé. Une organisation en couches et en noyaux reliés par des autoroutes de substances blanches. L'image se précise. C'est dense tout ça, mais fascinant. Est-ce que le document tire une sorte de conclusion générale de cette description?
Oui, et c'est intéressant parce que ça élargit le propos. La conclusion souligne deux choses. Premièrement, tous les encéphales de mammifères semblent basés sur le même plan général. Les mêmes grandes parties, les mêmes types de connexions de base, on les retrouve partout, malgré les différences de taille ou de forme. Ça suggère une origine commune, une parenté. Un plan de base partagé par toute la famille mammifère. Intéressant. Et le deuxième point? Le deuxième point, c'est que les différences qu'on observe, par exemple un cortex beaucoup plus développé chez certains mammifères, dits supérieurs, ces différences semblent directement liées à l'évolution de comportements plus complexes. Plus le comportement est sophistiqué et adapté à un environnement précis, plus la structure cérébrale correspondante est complexe. En gros, la forme suit la fonction et la fonction suit l'adaptation. Donc, si je résume, cette architecture qu'on a explorée, elle n'est pas là par hasard. C'est le fruit d'une longue évolution. Il y a un patron commun, hérité, mais qui a été modelé, modifié, complexifié chez chaque espèce selon ses besoins, son mode de vie. L'anatomie raconte cette histoire d'adaptation. C'est exactement ça. Structure, fonction, évolution, tout est lié. Bon, alors, récapitulons vite fait ce qu'on a retenu de ce document. On a vu la super protection os, les trois méningées dure-mère costaud, pimère nourricière, arachnoïde et son LCR amortisseur. On a vu les grandes parties externes, les hémisphères cérébraux plissés, le cervelet derrière, le tronc cérébral vital. Et en coupant, on a découvert l'intérieur, la substance grise cortex dehors, noyau dedans, et la substance blanche qui connecte tout ça, le corps calleux, le fameux arbre de vie du cervelet. Sans oublier les ventricules et les LCR qui circulent partout. Mais c'est une bonne synthèse des points anatomiques clés. Et il faut vraiment garder en tête que chaque détail structural a une fonction. Comprendre cette carte, comment les régions sont organisées, connectées, c'est indispensable pour comprendre comment ça marche. Comment on pense, on bouge, on perçoit. L'anatomie, c'est le plan de la machine. Et pour finir, cette idée du document, là, sur le plan commun mais adapté, ça ouvre une réflexion, non? Ah oui, tout à fait. Ça pousse à se demander comment cet équilibre entre l'héritage commun, ce plan de base conservé, et la pression d'adaptation qui crée des variations spécifiques à chaque espèce, comment cet équilibre façonne non seulement la structure physique du cerveau, mais aussi l'immense diversité des comportements qu'on voit dans la nature. C'est quoi ce jeu entre les contraintes de l'histoire évolutive et les besoins du présent qui sculptent à la fois le cerveau et l'esprit? Une question vertigineuse, en effet. De quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration anatomique.